Messieurs, Mesdames, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est entretenu cet après-midi avec le ministre de la Défense nationale du Bénin. Au centre de l'entretien, le renforcement de la coopération militaire entre les deux États. Ismaël Daouda, Ousmane Sani Abdou. En visite de travail au Niger, le ministre de la Défense nationale du Bénin est reçu au palais de la présidence par le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Le renforcement de la coopération militaire entre le Niger et le Bénin était au centre de l'entretien. Depuis un certain temps, les pays de la sous-région ouest-africaine sont secoués par une vague de terrorisme qui au départ affectait les pays sahéliens, mais qui inexorablement, on savait déjà qu'elle allait s'étendre vers le Golfe de Guinée, aux pays du Golfe de Guinée que sont le Bénin, le Togo, le Ghana. Donc, le Bénin est atteint depuis le 1er décembre 2021 et nous avons compris très tôt que cette bataille n'est pas la bataille d'un seul pays. Ça doit être une communauté d'action des pays qui sont secoués par le même phénomène au jubilé. Maintenant, soit peu ce phénomène parce que c'est un phénomène qui s'estompe rapidement dans le temps. Donc il faut une bonne résilience. Et quand nous avons regardé tout autour de nous, le pays qui a eu la meilleure résilience était le Niger. Donc nous avons beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et pour améliorer nos pratiques, nous sommes venus pour signer une convention de coopération militaire entre le Niger et le Bénin. À travers la visite de son ministre de la Défense nationale, le Bénin veut ainsi s'inspirer de l'expérience nigérienne en matière de lutte contre le terrorisme. Justement, dans le cadre de cette visite de travail au Niger, le ministre béninois délégué auprès du président de la République chargé de la Défense a eu ce jour une séance de réflexion et d'échange avec son homologue nigérien Al-Kassoum Indatou. Le partage d'expériences pour renforcer davantage la coopération entre le Niger et le Bénin est au centre de cette rencontre. Coopération scellée par une signature de protocole. La 14e session de la commission de partenariat entre le Niger et le Luxembourg s'est tenue ce jour par visioconférence. Elle vise à faire le point de la qualité de la coopération bilatérale entre les deux pays, suivie de la signature de 4 conventions. Mamadou Adamou Hawamaman. Les relations de coopération nigéro-luxembourgeoise exemplaires étaient les maîtres mots qui ont dominé lors de cette visioconférence entre le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Niger, Hassoumi Massoudou, et le ministre de la coopération et de l'action humanitaire du Luxembourg, entouré de leurs collaborateurs. À titre illustratif, le programme indicatif de coopération PIC 3 précédemment réalisé avec un taux d'exécution estimé à 98%. Le PIC 4 vient renforcer la coopération bilatérale. Ces programmes indicatifs de coopération viennent renforcer le cadre institutionnel, ainsi que la vitalité et le dynamisme de la coopération entre nos deux pays, qui remonte à 1989. Elle a été redynamisée avec la signature de l'accord-cadre de coopération le 12 juillet 1995, puis la signature de l'accord général de coopération le 12 décembre 2002 au Luxembourg, ensuite par la création de la commission de partenariat en décembre 2002, l'adoption du premier PIC en 2003 et plus récemment la nomination de l'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg près de la République du Niger avec résidence à Dakar sont venus conforter cette évolution. Mon pays, le Niger, a déjà bénéficié de 3 PIC, 2003-2007, 2008-2012 et 2015-2020. Désormais, le PIC 4 2022-2026, signé le 19 mai 2021 au Luxembourg, lors de la visite de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, va régir la coopération entre nos deux pays pour les 5 prochaines années, avec un budget initial d'environ 145 millions d'euros contre 114 millions d'euros pour le PIC 3. Cela traduit dans les faits l'engagement du Luxembourg aux côtés du Niger et son souhait d'un véritable partenariat. À travers un exposé, le chargé d'affaires de l'ambassade du Luxembourg au Niger a fait la présentation du cadre stratégique du PIC 4 2022-2026 en insistant sur les objectifs à atteindre. La grande nouveauté dans le PIC 4, c'est de renforcer la cohérence
entre les différentes activités. Cohérence au niveau de la durabilité économique, mais également cohérence au niveau de la logique Nexus. L'idée, c'est de vraiment rendre ces chaînes de valeur économiquement durables. Autre fait marquant de cette session, la signature de 4 protocoles d'accord, notamment relatifs au programme eau et assainissement, au programme d'appui au Fonds commun sectoriel éducation, au programme d'appui à la gestion des finances publiques et au programme de développement de l'emploi et de l'employabilité des jeunes et des femmes dans les régions du Dosso, Niamey et Zender. Les travaux ont pris fin sur une note générale de satisfaction. Permettez-moi de vous dire ici toute ma satisfaction pour cette atmosphère cordiale, amicale, dans laquelle se sont déroulés les travaux de la présente session. Je tiens à relever et saluer la présentation du cadre stratégique du PIC 4 2022-2026, dont les engagements s'alignent parfaitement sur les priorités actuelles du Niger. J'aimerais aussi profiter de cette 14e session de partenariat pour exprimer notre satisfaction pour le travail accompli par M. Eric Ditz, qui quitte le Niger au terme de sa mission. La coopération entre la République du Niger et le Royaume du Luxembourg fait son bout de chemin et s'étend chaque jour un peu plus dans divers domaines. En témoigne le projet relatif à la transformation digitale du Niger, un projet dont la réalisation est très attendue par les autorités nigériennes. Après la visioconférence, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération a procédé dans l'après-midi à la décoration du chargé d'affaires de l'ambassade du Luxembourg au Niger. Eric Diz, en fin de mission dans notre pays, après 6 ans de travail, a été élevé au grade d'officier dans l'ordre du mérite. Nefita Badmassi pour le point. Après 6 années passées au Niger, Eric Guez, chargé d'affaires de l'ambassade du Luxembourg au Niger, est en fin de mission dans notre pays. Premier diplomate luxembourgeois ayant ouvert le bureau de la coopération avant sa transformation en ambassade, Eric Guez a apporté sa pierre à l'édifice dans le développement des relations de coopération nigéro-luxembourgeoises, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la sécurité et de la santé. C'est en reconnaissance à cela que le Niger a décidé de l'honorer à travers la décoration d'officier de l'ordre du mérite du Niger. Les 6 ans que vous avez passés au Niger nous ont permis de découvrir en vous les qualités d'un diplomate chevronné, déterminé, généreux dans vos efforts, imaginatif dans vos initiatives, persévérant dans l'action, alliant simplicité, courtoisie et efficacité. Autrement dit, vous avez su afficher, en plus de votre disponibilité permanente, le caractère d'une personne dynamique et courtoise, qualités qui vous ont sans doute permis d'établir des relations de confiance, tant avec vos collègues diplomates qu'avec les hauts fonctionnaires de notre administration. Au-delà de vos qualités professionnelles, vos qualités humaines exemplaires vous ont aussi permis d'intégrer la société nigérienne, tant dans ses cultures à travers la communication linguistique que par le lien de mariage, en prenant comme épouse une Nigérienne, j'ai nommé Mme Dietz, née Camilla Algini. Monsieur Dietz, nous vous considérons désormais comme un des nôtres au Luxembourg et partout où vos missions vous conduiront. Le Niger gardera ainsi de vous le souvenir d'un diplomate professionnel engagé et déterminé, de l'ouverture d'esprit à apporter une plus-value au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Niger et le Grand-Duché du Luxembourg. Très ému, Eric Guez a par la même occasion rappelé l'excellente collaboration qui existe entre les deux pays et les différents appuis apportés par le Luxembourg pendant son séjour. Je tiens particulièrement à signaler les principaux résultats atteints. La mise en place d'une desserte en eau potable pour plus de 500 000 personnes. La formation et l'insertion professionnelle de plus de 10 000 jeunes dans les filières agricoles. La construction de plus de 3 000 abris d'urgence au profit des populations sinistrées. Un appui à la mise en place du Fonds commun du secteur de l'éducation et du mécanisme conjoint de financement dans le secteur de l'hydraulique, mécanisme privilégié du gouvernement pour la mise en œuvre de sa politique nationale dans les secteurs de l'éducation et de l'hydraulique. Des appuis aux forces de défense et de sécurité, notamment la mise en place des postes de contrôle aux ficelles de Niamey, en amont du sommet de l'Union africaine, et la donation du matériel médical militaire. Permettez-moi de saisir l'occasion pour observer une minute de silence en hommage aux nombreuses pertes en vie
civile et militaire. Chaque vie perdue est une perte de trop. C'est avec un sentiment d'accomplissement que j'achève à un instant ma mission au Niger, avec la signature par nos ministres respectifs des programmes du 4e programme indicatif de coopération, dont l'enveloppe financière s'élève à 95,55 milliards de francs CFA, le plus grand pic dans l'histoire du Luxembourg. Éric Guez quitte le Niger avec le sentiment du devoir accompli pour d'autres fonctions. Les invités, ceux qui sont désormais ses anciens collaborateurs, ont tenu à le féliciter. Écho des autres régions du Niger avec cette visite du ministre de la Communication dans la région de Maradi. Une visite mise à profit pour s'enquérir des conditions de travail des médias publics et privés de cette région. Sandana Taï pour le point. Prendre contact avec les travailleurs et responsables régionaux des médias de l'intérieur du pays, s'enquérir de leurs contributions dans la sensibilisation et la conscientisation des populations sur les principaux défis et les priorités de l'État, tels sont entre autres objectifs de la visite du ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions de la République dans la capitale économique. Ainsi, Mohamed Laouli Dandano a visité la station régionale RTN, le nouveau site de la RTN et le CETV de Maradi. On est en train de passer de l'analogique au numérique. Donc c'est un processus qui est presque fini. Au centre CETV, nous avons trouvé du matériel que nous avons acquis à grands frais dans le cadre de la TNT, qui est là, qui n'a pas été installé. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous avons travaillé pour que ce matériel qui est là depuis longtemps puisse être installé et utilisé pour le bénéfice du peuple nigérien. Le nouveau bâtiment qui devrait abriter les installations de la RTN ici à Maradi, qui était prévu dans le cadre de Maradi Kolia, nous allons travailler pour améliorer ça, pour que ce bâtiment puisse être utilisé dans le cadre vraiment des activités de la RTN. Cette visite du ministre de la Communication a également concerné les stations de radio Amfani, Liberté, Nagarta, Saraounia, Garkwa et Télévision Dunia de Maradi. Des organes certes privés et indépendants, mais qui ne doivent pas perdre de vue, à l'image de la station mère, toutes les priorités de l'État. Médias privés et qui ont leur indépendance, et je respecte cette indépendance. Et du point de vue du contenu du programme, nous avons lancé un appel pour que ces entreprises de presse privées participent à l'œuvre de construction nationale. Et il y a des questions, il faut être plus pointu. La question de la sécurité, des questions sociétales, des mœurs. Il faut agir pendant qu'il est temps. La télévision et la radio, c'est le meilleur moyen de communication par lequel on peut sensibiliser, éduquer les populations. La consommation de la drogue dans nos villes et dans nos campagnes, la presse privée, mais également au niveau du public, nous avons parlé avec les responsables de leur dire que davantage il faut parler de ces questions qui préoccupent beaucoup vraiment au niveau national. Le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions de la République était accompagné dans ce déplacement par le gouverneur de la région de Maradi, Cheikh Aboubakar, le président du conseil régional Lolima Moussa et le président du conseil de ville Murtala Pakachatou. Maradi, toujours avec la cérémonie d'intronisation du Maliki, un titre que reçoit Yahya Garba. C'est le chef de canton d'Aguié qui a procédé à cette cérémonie hier. Sandanataï Nasiruna Kakali. Le cercle de la cour royale du canton d'Agué, dirigé par Braza Kissoul Neno, vient d'être élargi avec l'intronisation hier de Yahya Garba en qualité de Maliki de ce canton. Ce titre prestigieux est attribué à un notable de confiance qui fait office de l'un des principaux conseillers, bras droit du chef, sur qui il faut compter pour avancer les choses. Cette intronisation a donné lieu à l'organisation d'une cérémonie grandiose dans un décor digne de Katina, en présence du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Adamo Mohamed, du gouverneur de la région de Maradi, Cheikh Aboubakar, du président du conseil régional Lawali Mala Moussa, du préfet du département d'Agué, Mohamed Roufaï, et du chef de canton de Gazawa.
Maman Sani Maroussa a, en prenant la parole au nom de l'association des chefs traditionnels section de Maradi et au nom du chef de canton d'Agué, rappelé la grandeur de ce canton et l'importance de ces titres honorifiques avant de demander au nouveau Dam Maliki d'œuvrer aux côtés du chef en faveur du rayonnement de cette entité et pour l'épanouissement de la population. D'abord, je remercie l'honorable chef de canton d'Agué pour m'avoir proposé à ce poste important. La première action, c'est vraiment de faire en sorte que ce canton arrive à s'unir, à produire, à se nourrir, qui vont leur permettre leur plein épanouissement. Notons enfin que Yahya Garba est un cadre du ministère de l'Agriculture où il a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont directeur général de la protection des végétaux, directeur général de l'Agriculture et actuellement secrétaire général du dit ministère. Je l'annonçais tout à l'heure en début de journal. En visite de travail au Niger, le ministre béninois, délégué auprès du président de la République chargé de la Défense, a eu ce jour une séance de réflexion et d'échange avec son homologue nigérien, Al-Kassoum Indatou. Le partage d'expériences pour renforcer davantage la coopération entre le Niger et le Bénin est au centre de cette rencontre. Coopération scellée par une signature de protocole. Mariam Dako, Hamidou Abdoulaye. Échanger pour permettre au Bénin de mieux faire face aux attaques terroristes dont le pays est victime ces derniers temps. C'est ce qui justifie la tenue de cette rencontre de travail entre les autorités nigériennes en charge de la défense nationale et la partie béninoise conduite par le ministre délégué auprès du président de la République, chargé aussi de la défense. Rendu possible grâce à la clairvoyance des plus hautes autorités des deux pays, en l'occurrence les présidents Patrice Talon et Mohamed Bazoum du Niger. Cette rencontre aura ainsi permis à la délégation béninoise de s'imprégner de l'expérience nigérienne en matière de lutte contre le terrorisme. Toutes choses ayant permis la signature de ce protocole d'accord militaire entre le Niger et le Bénin. La signature de cet accord marque l'entrée dans l'ère d'une coopération beaucoup plus étroite sur le plan de défense et sécurité entre la République du Niger et la République du Bénin. Cette coopération existait, mais elle n'était pas formelle, parce que le Niger n'a jamais marchandé chaque fois qu'il est sollicité d'apporter son appui sur tous les plans à notre système de défense et de sécurité. Mais il est nécessaire que ces deux institutions de défense et de sécurité des deux pays soient liées par un accord beaucoup plus formel, ce qui permettra, d'une part, l'échange de renseignements de façon fluide et sincère. Deuxièmement, la coopération dans les opérations. Il est envisageable et envisagé déjà des opérations conjointes Bénin-Niger pour empêcher ces terroristes d'avoir droit de cité sur nos deux territoires. Le ministre nigérien de la Défense nationale, Al-Kassoum Indatou, salue également la signature de cet accord de partenariat avec ces pays frontaliers avec lesquels le Niger partage beaucoup de similitudes. D'un point de vue géographique, d'un point de vue relation entre le Niger, d'un point de vue économique et le Bénin, ce sont des relations qui sont essentielles. Mais au-delà de cela, ça fait aujourd'hui une dizaine d'années que le Niger est impacté par le terrorisme. Ce terrorisme nous a fait mal. Nous avons perdu beaucoup d'hommes. Et ont permis au Niger d'être là où il est aujourd'hui et ont permis au Niger de jouer le rôle que nous sommes aujourd'hui actuellement en train de jouer. C'est là, quelque part, nous confie une responsabilité devant laquelle nous ne pouvons pas fuir. Si, aujourd'hui, nos frères du Bénin ont besoin de la coopération avec nous, ont besoin de notre appui, ont besoin de notre aide, nous sommes prêts à le faire et c'est un devoir pour nous de le faire.
Aussi, c'est avec les échanges de cadeaux, des cadeaux très symboliques, marquant la volonté des deux pays à bien collaborer pour mettre fin au terrorisme. En un mot, pour mettre hors d'état de nuire ces individus sans foi ni loi, et une photo de famille pour la postérité, que cette rencontre de travail a été bouclée. Parlons culture dans ce journal avec cette fantasia au palais royal du chef de canton de Madawa dans la région de Tawa. Une festivité organisée chaque année à l'occasion de la fête de Tabaski. James Didier, Mohamed Agoumo. Chaque année, au lendemain de la fête de Tabaski, le chef de canton de Madawa, Alhaji Manir Magajorogo, fidèle à sa vision, c'est de la valorisation et la promotion de la tradition du palais royal de Sarkin Gobirtourou de Madawa. Alhaji Manir Magajorogo, à la tête d'un imposant défilé riche en couleurs composé de toutes les couches socio-professionnelles de son palais royal, que sont la garde du palais royal, les chasseurs traditionnels, les invulnérables, les gardawa, les wanzam, ensemble les gardiens de la tradition du palais, au premier rang duquel les chefs de canton ont parcouru l'ensemble des grandes artères de la ville de Madawa, marquées par des visites chez le préfet et certains dignitaires pour la présentation de vœux de la bonne fête de Tabaski. Après la présentation de cet imposant défilé riche en couleurs, de retour à la devanture de son palais royal, le chef de canton de Madawa, après avoir remercié et salué la population pour cette forte mobilisation, la présence de 268 chefs du village et 4 chefs de groupement qui sont venus assister à la fête, le chef de canton s'est adressé à l'assistance en développant plusieurs thématiques relatives à la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la gestion et la prévention du conflit entre agriculteurs et éleveurs, les thématiques relatives à toutes les réalisations et investissements faits par l'État et plusieurs autres préoccupations ont été développées par le chef de canton qui, au terme de ce grand rendez-vous populaire, a exprimé toute sa satisfaction. L'appel que nous donnons à la population, donc on lutte vraiment, on fait un appel de cohésion parce que vraiment, dans toutes choses, aujourd'hui, il y a une cohésion sociale entre vraiment la population. Donc, je crois que vraiment, on peut vraiment avoir une paix qui va vraiment pouvoir s'installer. Comme l'État est en train de faire des barrages, tout ça là, donc aujourd'hui, c'est vraiment une occasion pour pouvoir vraiment informer la population et vraiment de demander à l'État de continuer. Il faut le rappeler, au-delà de ces grands rendez-vous annuels dénommés Haondamba, le chef de canton de Madawa entend initier des festivals culturels tournants dans toutes les communes du département de Madawa, d'où la remise de ce document pour partage et réceptionné par le préfet de Madawa qui a exprimé toute sa reconnaissance et s'est félicité de l'organisation de la Fantasia à la tradition du Gobirtoudou organisée chaque année par le chef de canton de Madawa. Toujours dans le cas de la Tabaski, l'ONG Saden Niger, avec l'appui de la Fondation turque, a procédé hier à Matamé à la distribution de viande aux personnes nécessiteuses dans la région de Zender. C'était en présence des autorités départementales. Plus de précisions avec Maman Ousmane et Mato Touraki. La présente cérémonie de lancement de l'opération de distribution de viande aux personnes nécessiteuses à Matamé a enregistré la présence des autorités administratives et coutumières et du représentant de la Fondation turque et chef de mission. Peu avant 10 heures, la place grouillait déjà de monde. Munis chacun de son ticket, hommes et femmes attendaient les kits de viande de bœuf prêts à être distribués. Cet acte de générosité qui s'inscrit dans le cadre de la Tabaski a été salué par les directeurs départementaux en charge des personnes vulnérables. On a touché les femmes veuves, on a touché aussi les orphelins. Au niveau de chaque commune aussi, puisque c'est le département de façon globale. Comme il s'agit de 100 têtes, et nous on a fait un calcul d'une répartition de 20 personnes par animal. C'était comme ça, on était parti sur la base d'à peu près 2000 personnes. Selon le représentant de la Fondation turque, Ahmed Yegoud, l'opération ne se limite pas qu'à Matamei et concerne l'ensemble des régions du pays.
Au total, 4000 bœufs sont immolés et distribués. Le point focal de l'ONG SADEN à Zender a, au nom des bénéficiaires, remercié la Fondation turque pour ce geste de solidarité avant de demander aux partenaires de toujours perpétuer cette tradition en faveur des plus démunis. Ils viennent égorger 100 bœufs à l'intention de ceux-là qui n'ont pas les moyens vraiment de se procurer de la viande pendant ce moment béni, c'est-à-dire cette fête de Tabaski. Et ça, franchement, il fallait voir l'engouement. Ce n'est plus à décrire. Parce que ça dépasse tout entendement, les gens sont plus que satisfaits et que je les exhorte à faire encore davantage. Merci donc vraiment à cette fondation et nous osons espérer qu'encore ils auront à faire plus que ça. Tabaski, jour de réjouissance et de partage autour de soi. Une fois de plus, la tradition a été respectée par l'ONG SADEN Niger en partenariat avec la fondation turque Diyanet. Actualité internationale à présent, la canicule et la sécheresse provoquent des dizaines de départs de feu au Portugal, en Croatie et l'Espagne qui souffrent de cette canicule. Suivez plutôt. Chaleur infernale au Portugal, en proie à des incendies. Face à des murs de flammes, près de 3000 pompiers, les habitants tentent de lutter par leurs propres moyens. Ce matin déjà, j'étais en panique, je voyais les hélicoptères. Maintenant, c'est la nuit et je vois à quel point c'est horrible. Depuis 3 jours, les flammes progressent. 7 habitants observent impuissants sa maison partir en fumée. Plus proche de la forêt, cette autre maison est ravagée. C'était très soudain, beaucoup de fumée. D'un seul coup, la maison était en feu. On ne peut plus rien faire. La Croatie suffoque elle aussi dans un même décor d'enfer. Face à un gigantesque incendie, les habitants tentent de contenir les flammes, aidés des bombardiers d'eau, à peine visibles dans un ciel de fumée. Ça brûle encore ici, à 150 mètres de là. Nous devons aller voir, essayer d'arrêter ce feu. Immédiatement, ils courent. Il faut empêcher tout nouveau départ de feu. L'eau précieuse face à la chaleur écrasante en Espagne. 40 degrés dès le matin. En vérité, c'est un enfer. Le simple fait de marcher peut donner un coup de chaleur. Au Royaume-Uni, les plages sont prises d'assaut. Ici, les températures exceptionnelles font encore sourire les professionnels du tourisme. C'est fantastique, nous on vit pour ça. C'est pour ça qu'on fait du business. Mais attention aux coups de chaud, les secours sont en alerte. En plus des bobos habituels, nous avons dû prendre en charge des problèmes sérieux, insolation et coups de chaleur. La vague de chaleur continuera cette semaine de déferler sur l'Europe. Partie magazine de cette édition consacrée au séminaire gouvernemental relatif aux activités du projet filets sociaux adaptatifs Wadata Talaka. La Banque mondiale, au terme d'une étude scientifique, a jugé concluante la mise en œuvre de ces composantes par le biais du système de protection sociale. Un projet qui, selon la Banque mondiale, doit servir de modèle au Niger dans la lutte contre la pauvreté. Bonne réception chez vous et bonsoir. Mise en œuvre dans plusieurs communes du pays pendant 18 mois, au bénéfice d'environ 10 000 ménages, soit environ 700 000 habitants, les projets filets sociaux ont donné des résultats très satisfaisants. Ces résultats ont fait l'objet d'un partage de haut niveau au cours d'un séminaire gouvernemental. La cérémonie vise à partager, surtout avec les membres du gouvernement, les résultats d'une évaluation d'impact qui a été menée sur un pilote. Donc, en termes de mesures d'accompagnement productives adossées au transfert monétaire qui est mené par le projet filets sociaux. Les mesures d'accompagnement productif donc, ont un impact, un rendement, j'allais dire, de près de 42%. En tout cas, par rapport à l'investissement mené, on a un retour d'investissement 18 mois après l'intervention. Et avec l'accompagnement productif, les ménages ont entrepris des activités génératrices de revenus. Et ces activités-là, aujourd'hui, les ménages qui en ont bénéficié
arrivent, quelle que soit la sécheresse, quel que soit l'impact, arrivent à s'en sortir avec les revenus qu'ils tirent donc de ces activités génératrices de revenus. Au niveau du cash transfert pour l'urgence ou en réponse au choc, nous avons 375 000 ménages qui ont été touchés. Dans les pays du Sahel où l'expérience a été menée, celle du Niger a donné les résultats les plus probants selon le coordonnateur cellule filets sociaux. Avec la deuxième phase du projet filets sociaux, donc au lieu de 10 000 dans la phase pilote, on va passer à 60 000 ménages. Et je le disais dans mon exposé que nous avons convaincu d'autres partenaires, tels que l'UNICEF, qui va nous accompagner avec 30 000 ménages. Ça veut dire qu'on va passer à 90 000 ménages cette fois-ci qui vont bénéficier de cet accompagnement productif. Non seulement ils bénéficient du transfert monétaire sur pluriannuel, mais de cet accompagnement productif. Mais c'est insuffisant quand on voit vraiment les populations nigériennes qui peinent à boucler donc leur sécurité alimentaire. Vraiment, on voudrait que ça soit beaucoup plus que les 90 000 ménages. Si on a fait cette étude, c'était un programme pilote dans le cadre de la première phase. On a vu que seuls les transferts monétaires ne suffisaient pas vraiment pour mieux renforcer la résilience des communautés à faire face au choc. Donc ce programme a été pensé, mais à une petite échelle. Et aujourd'hui, l'évaluation d'impact a montré les résultats que vous avez vus, des résultats en termes d'augmentation de la consommation alimentaire, en termes de réduction de l'insécurité alimentaire, en termes d'amélioration des revenus des populations vulnérables. Donc pour moi, vraiment, l'étude-là était bien justifiée pour vraiment faire ressortir ces impacts positifs, en tout cas qui ont changé la vie des communautés vulnérables au Niger. C'est une étude qui a été mise en place au niveau régional, en Mauritanie, au Sénégal, au Burkina Faso et au Niger. On a présenté aujourd'hui les résultats du Niger parce que le Niger est le premier à avoir fini la mise en œuvre du programme et avoir récolté les données pour l'analyse d'impact. Ces résultats ont été publiés aujourd'hui dans la revue Nature, donc ils sont scientifiquement prouvés et ont une bonne visibilité internationale. Et on espère que dans les prochaines années, on pourra comparer ces résultats avec ce qu'on obtient peut-être avec des approches similaires en zone urbaine, par exemple au Sénégal, ou en zone rurale en Mauritanie. Et on va pouvoir voir quelle est la performance, est-ce que la bonne performance de cette approche de lutter contre la pauvreté se réplique et généralisable également aux autres pays dans le Sahel. Aujourd'hui, le pauvre n'est plus vu comme étant un éternel assisté. Aujourd'hui, on a un outil qui permet aux pauvres d'être un acteur du développement, d'être un acteur productif, d'être un acteur de valeur ajoutée pour notre pays. Et ça, c'est énorme. Pas uniquement dans des activités agricoles, mais aussi bien dans des activités non agricoles. Il permet aux pauvres de diversifier ces activités, d'être plus résilients au choc, d'être vraiment, d'être fiers et de pouvoir lever la tête dans un environnement extrêmement difficile. Le présent événement de haut niveau fait suite à l'atelier en marge de la dernière mission conjointe État-Banque mondiale de suivi des projets filets sociaux. Il s'est agi au cours de cet atelier, principalement destiné au cadre technique des ministères, ONG et représentants des partenaires techniques et financiers, de présenter les résultats pertinents obtenus à travers la mise en œuvre des mesures sur l'accompagnement productif adossé au programme Cash Transfert et conduit à titre pilote au niveau des 17 communes bénéficiaires des interventions du projet filets sociaux. Dans la mise en œuvre du projet filets sociaux, l'État du Niger bénéficie du soutien financier de la Banque mondiale au regard de l'intérêt qu'il a suscité au sein des populations bénéficiaires. La mise en œuvre de la seconde phase pour sa mise à échelle au plan national sera accompagnée par l'UNICEF en vue de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire et promouvoir l'autonomisation financière des bénéficiaires.